Mon invité aujourd'hui, c'est Bernard Spitz, le président de la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA. On va revenir en sa compagnie longuement sur le rapport Berger-Lefebvre, sur l'épargne financière qui vise à mieux orienter les ressources, notamment de l'assurance vie vers les fonds propres des entreprises. Nous aborderons également la problématique des complémentaires santé devenus obligatoires dans les entreprises avec l'accord sur l'emploi, sans oublier les perspectives du secteur avec une année 2012 qu'on qualifiera de pas facile. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors ce fameux rapport Berger-Lefebvre, enfin sorti après moult reports, voire tergiversations technico-économico-politiques. Alors, d'abord, sur le principe, qu'en pensez-vous? Les auteurs estiment qu'il est possible de transférer 100 milliards d'euros sur 5 ans sur les activités dites productives, dont 20 à 30 milliards vers les PME, à comparer aux 3 600 milliards d'épargne financière des Français. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible? Ça, c'est la perspective dans laquelle se placent les rapporteurs. Ouais. Nous, on représente le monde réel, donc on essaye de voir dans quelle mesure ceci est possible. Donc quand on dit les chiffres comme ça paraît réalisable. Mais ça, c'est de la théorie sur le papier. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'argent des assurés, d'abord, vous parlez d'une 3 600 milliards, il ne faut pas confondre l'épargne financière avec l'épargne en général. On est bien d'accord, bien sûr. La France a un très haut taux d'épargne en 16%, Europe, mais un faible taux d'épargne financière dans la basse moyenne de l'Europe, parce que l'immobilier en France prime et depuis des décennies, et que donc c'est une inflexion importante. Les rapporteurs sont partis de 2 points, à mon avis, importants. Le premier, c'est que leur réflexion ne doit pas avoir une considération budgétaire. L'assurance vie est probablement le meilleur placement de tout le budget de l'État français, puisqu'il permet aujourd'hui, avec une dépense fiscale de 1 milliard, c'est les chiffres du ministère des Finances, de fixer 1 400 milliards qui financent l'économie. Je rappelle qu'un euro placé en assurance vie coûte 6 fois moins cher aux contribuables qu'un euro placé en livret A. Oui. Sauf que ce livret passé en livret A, c'est de l'épargne à court terme, alors que l'argent de l'assurance vie, c'est de l'épargne à long terme. Donc la question, c'était la question des rapporteurs, c'est sécuriser l'épargne à long terme et l'orienter au maximum vers ce qu'on peut appeler de différentes façons l'investissement productif, l'investissement dynamique. Bon, c'est ça le point de départ, et ça, je pense que c'est un bon point de départ. Bien sûr, oui. Mais on va y revenir, et notamment dans le détail sur les conséquences pour l'assurance vie avec ce nouveau support qui existerait, donc visant à canaliser effectivement l'épargne financière des Français vers le monde productif. Moi, je regardais les chiffres par exemple, de Paris Europlace, l'association professionnelle de défense de la Bourse de Paris. Eux, ils estiment qu'il faudrait 80 milliards par an vers le monde productif. Est-ce que ce n'est pas finalement assez faible et que c'est en deçà de ce dont aurait besoin l'économie française, les fameux 100 milliards? Chacun fait fait les calculs qu'il veut. Je veux dire, chacun peut estimer qu'il a besoin de plus, et chacun a sans doute raison dans sa logique. Mais encore une fois, moi, je ne me place pas pour dire qui a raison, qui a tort. Je me place du point de vue de la défense des assurés d'abord, puisque l'argent dont on parle, ce n'est pas l'argent de compagnies d'assurance qui décident d'en faire ce qu'elles veulent, c'est l'argent des assurés. Qu'est-ce que veulent les assurés français? Avant d'aller inventer des usines à gaz, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la sécurité et de la liquidité. Voilà. Ils veulent de la sécurité. Après, la liquidité éventuellement, oui, mais fondamentalement, de la sécurité. Et donc, si on veut les inciter à prendre des risques, eh bien, on ne le fera pas par la contrainte. On le fera d'une part par l'attractivité, et d'autre part en leur proposant des solutions intelligentes, souples et simples. Voilà. Donc, les intérêts, vous savez, ce qu'il y a de tout à fait fascinant, c'est qu'en réalité, les intérêts des assureurs, les intérêts des assurés et l'intérêt de l'État, quand on se place dans une perspective de long terme, ils s'alignent. C'est les mêmes intérêts, parce que les Français, ils veulent, au fond, pour des placements de long terme, avoir la meilleure rentabilité possible et la meilleure sécurité possible. Les assureurs, ils ont besoin, justement, d'avoir le plus long terme possible pour placer cet argent de la façon la plus intelligente possible. Et l'État, il a besoin que l'argent soit investi à long terme pour financer l'investissement à long terme qui seul peut répondre à l'équation économique extraordinairement difficile qui est la nôtre dans une phase de désendettement, c'est comment assurer le minimum de croissance et renforcer la compétitivité. Il y a une espèce comme ça de cercle vertueux qu'il faut engager. Et tout le reste, littérature. Donc la seule question, c'est est-ce qu'on peut, sans déstabiliser l'épargne et sans obliger les Français à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, est-ce qu'on peut créer les conditions qui font que cette épargne peut être
de façon plus importante investi dans ce qu'on appelle l'économie productive et en tenant compte, pardon, je veux juste terminer le bouclage, en tenant compte d'un certain nombre de contraintes prudentielles, de quelque chose que vous savez qui s'appelle Solvency II, qui sont les contraintes européennes et qui mettent les assureurs européens en général et les Français en particulier dans un carcan de contraintes. Donc il faut qu'on arrive à trouver la solution qui soit la réponse cohérente à l'ensemble de ces contraintes. Elle est possible, le rapport l'évoque en large partie, mais elle peut aussi être ratée si on y ajoute trop de choses. Alors, Bernard Spitz, et puis la question de la fiscalité, on va y revenir bien évidemment. Alors, le rapport propose de lancer un contrat hybride, baptisé Eurocroissance, qui permettrait effectivement... Pardon, ce n'est pas un nouveau contrat. C'est un nouveau support. Oui, on est d'accord. C'est important, je reviendrai pourquoi. Mais c'est perçu comme un nouveau contrat, comme un nouvel instrument en quelque sorte, mais c'est vrai qu'il y aura une possibilité de report d'un contrat à l'autre. Alors, ça permettrait effectivement aux épargnants de bénéficier d'une garantie du capital, mais seulement au terme du contrat, et non pas à tout moment, avec en échange un rendement supérieur et donc placé en action. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui va vous plaire, assureur, et qui vous permettra, vous aussi, de gagner de l'argent. Et en quelque sorte, on retrouverait cette fameuse boucle où tout le monde serait satisfait. Oui, c'est exactement ça. C'est une question d'alignement d'intérêts. Et si on arrive à mettre en place cette faculté, alors oui, on peut aligner et faire que c'est non seulement du win-win, mais du win-win-win-win-win, parce que c'est-à-dire que tout le monde y trouvera son compte. Pourquoi ? Aujourd'hui, les Français, ils ont le choix. Vous, tout le monde, tous les auditeurs, ont le choix entre la solution du compte de l'euro et puis des unités de compte. Si vous avez votre assurance vie en euros, bon, vous avez un rendement qui est malgré tout à fait attractif. On va y revenir, niveau de l'inflation, moins de 3% quand même. Oui, mais avec une inflation qui est très basse, donc ça reste quelque chose, surtout dans une période de crise. Mais enfin, c'est vrai que ce n'est pas très dynamique. Si vous allez vers les UC, vous avez de la dynamique, mais dans les deux sens. Je rappelle que les chiffres l'an dernier, c'était plus 12,5%, parce que la bourse a remonté, mais l'année d'avant, c'était moins 7,5%. Et tous les foyers ne sont pas prêts à assumer, on l'a dit, les Français... Oui, c'est une minorité de toute manière par rapport au contrat en euros, on est d'accord. Donc, vous avez d'un côté la super sécurité, mais avec peu de dynamisme, et de l'autre, le dynamisme, mais sans sécurité. Évidemment, et là, on aurait une voie intermédiaire, intéressante, vous pensez ? Est-ce que vous pensez que les Français vont suivre ? Parce que les auteurs du rapport attendent 20 milliards, je crois, rien qu'en report, et 50 milliards avec une fiscalité adaptée. Vous allez répondre vous-même. Si votre assureur vient vous voir et vous dit, voilà monsieur, vous avez tant sur votre compte d'assurance vie, vous ne voulez pas prendre de risques, vous n'avez pas du C ou vous en avez peu, mais est-ce que vous avez besoin vraiment que tout cet actif soit disponible à tout moment dans les années qui viennent ? Ou est-ce que vous n'avez pas fait le choix d'en consacrer une partie à préparer votre retraite ? Je rappelle que 60% des Français répondent que la retraite, c'est le principal enjeu pour eux en matière d'assurance vie. Donc, si vous comptez partir à la retraite dans plus de 8 ans, dans plus de 10 ans, etc., est-ce que vous avez intérêt à ce que tout votre argent soit placé d'une telle sorte que vous puissiez, qu'il soit liquide ? Ou est-ce que vous n'avez pas intérêt à séparer les deux, à garder la partie qui vous paraît nécessaire d'avoir en tout état de cause en euros, et puis d'avoir de l'eurocroissance pour le reste, avec à la fois une sécurité qui est celle de la garantie. Bon, la logique, c'est qu'énormément de gens vont s'y retrouver. Et donc, ils vont faire ce choix, parce que c'est un choix intelligent. Alors, vous pensez qu'ils vont suivre et que donc on arrivera à trouver les chiffres du rapport Berger-Lefebvre qui là sont quand même assez ambitieux, 20 plus 50 milliards, je le disais, que les Français vont y aller alors qu'on sait qu'un certain nombre de produits hybrides assez similaires ont pu exister ou existent toujours et ne marchent pas vraiment. Non, les produits hybrides inventés par l'administration avec pas plus d'une 50aine de pages d'explications très simples, plus les 500 pages de codicile qui changent toutes les 3 semaines, effectivement, donc il faut quelque chose de simple à l'heure de la simplification des normes. Je veux dire, il faut arrêter le choc de complications permanent, il faut faire quelque chose de simple. De toute façon, si ça n'est pas simple, c'est pas vendable. C'est simple, ça, comme idée. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous avez 2 options. L'idée, c'est de vous en offrir une 3e. Et vous disiez un compte différent. Non. Justement, on a fait, il y a quelques années, une réforme qu'on a appelée la furgosisation du nom du député, la furgosisation du nom du député qui avait proposé cette idée. C'est l'idée qu'on puisse faire glisser vos encours de vos comptes antérieurs à ce nouveau compte en conservant l'antériorité. Ça veut dire qu'au fond, vis-à-vis de vos économies, vis-à-vis de votre épargne, vous avez la possibilité de jouer sur les différents leviers. Et ça, c'est dans le rapport, c'est le cas. Donc, si vous voulez,
Ça permet d'avoir un instrument très souple et ça laisse vraiment aux gens le choix, à chacun en fonction de sa situation, de son âge, de sa situation patrimoniale, de son espérance de vie, de ses objectifs personnels, de faire le choix optimum. Et là, on a un intérêt pour les assurés qui auront plus de rendement, pour les assureurs qui, du coup, avec cet argent, puisqu'il va, vous l'avez dit, la seule contrainte, c'est qu'on ne pourra pas donc avoir accès à la liquidité tout de suite. Mais quand un assureur sait que sur un montant donné, le titulaire ne va pas venir se présenter pour acheter quoi que ce soit dans les années à venir, ça change tout du côté des contraintes prudentielles qui se posent à lui et donc sur la façon dont il va pouvoir placer cet argent. Donc, ça va permettre d'avoir des investissements beaucoup plus dynamiques qui vont naturellement alimenter l'économie. Alors, Bernard Spitz, vous avez peut-être vu que Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, parle d'un rapport qui remet enfin, selon lui, la croissance au cœur de la réflexion, et parce qu'il estimait qu'on était effectivement en France dans une sous-utilisation de l'épargne. Ça peut se traduire par des rendements meilleurs, par aussi plus de chiffres pour vous dans la profession, dans la mesure où vous seriez sur une allocation des capitaux plus risquée, mais plus rémunératrice en théorie. Oui, mais surtout moins contrainte de façon prudentielle. Donc, qui permet... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en business pour le métier, pour l'industrie? Vous avez déjà fait des projections ou pas? On ne fait pas de projection à partir d'un rapport qui n'est qu'un rapport et qui est sorti il y a une semaine. Donc, je veux dire, il faut simplement, on voit intuitivement qu'il y a un intérêt majeur pour les rendements et la qualité des rendements qui seront permis grâce à ces fonds de pouvoir s'affranchir de la contrainte de liquidité. Alors, la question de plafonner l'avantage fiscal, c'est donc écrit noir sur blanc dans le rapport, et c'est ça qui fait un peu grincer des dents, encore que certains estiment, on va y revenir, que ça aurait pu aller plus loin, de plafonner donc l'avantage fiscal pour les contrats en euros à 500 000 euros par ménage, afin d'inciter à aller vers ces nouveaux contrats. Alors, pour vous, j'imagine que vous allez me dire que c'est mauvais de distinguer les contrats d'assurance vie en fonction de leur montant, que ça va à l'encontre d'une certaine stabilité fiscale qui effectivement permettait aujourd'hui à l'assurance vie d'être populaire auprès des Français et d'être un instrument plutôt moins taxé que d'autres. C'est donc mauvais, vous pensez, de séparer au-dessus ou en dessous de 500 000? Ou est-ce que vous comprenez que quelque part, c'est ça qui fait que les gens vont s'y diriger par l'incitation fiscale? C'est pas mauvais, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Je veux dire, de deux choses l'une. Ou c'est un bon produit. Et ça se suffit à lui-même. Et ça se suffit à lui-même. Ou c'est un mauvais produit. Si c'est un mauvais produit, on va forcer personne à y aller. Si c'est un bon produit, tout ce qu'on fera en faisant des contraintes dessus, c'est qu'on découragera ceux qui étaient prêts à y aller et que donc il va se passer ce qui se passe pour n'importe quel individu. Si vous avez envie de prendre du café, mais que votre voisin vous dit « j'exige que vous preniez du café », vous prendrez du thé rien que pour l'embêter. C'est exactement ce que font tout le monde. Je veux dire, les produits d'épargne, ça ne marche pas sur la contrainte. Ça peut marcher éventuellement sur l'incitation. Il fut une époque où l'État, pour encourager les gens à faire quelque chose, offrait des carottes. Nous savons que la situation budgétaire ne permet pas d'offrir des carottes. Mais au moins, à partir du moment où on a pour une fois une idée qui est pertinente, qu'on donne à cette idée, qu'on croit une seconde au marché. Vous savez, c'est un truc marrant, ça vient de sortir. Le marché, voilà. Si un produit est bon, il n'y a pas besoin de forcer qui que ce soit à le prendre. Et ce produit, il est bon. Donc ceux qui veulent le forcer sont, ne croient pas en ce produit. Par ailleurs, les seuils... à chaque fois, on l'a vu, les seuils ont des effets pervers. Ce n'est pas le problème du chiffre, c'est que ça ne veut rien dire. Les seuils, en fonction de la situation économique, de la valeur des actions, etc., les seuils vont descendre, monter, on va changer ça en permanence, ça va créer des complexités de toutes sortes, on ne saura jamais quelle est la base de référence, est-ce que c'est le foyer, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est l'individu. Je veux dire, si vous voulez, au moment où on parle de choc de simplification, c'est comme en perte de vue la croissance de l'économie et de considérer que la croissance de la bureaucratie. Mais alors quand même, c'est un truc qui ne sert à rien. Je vous écoutais et je me faisais la réflexion, je revoyais les chiffres là, et d'ailleurs c'est cité dans le rapport, un quart des encours de l'assurance vie est détenu par 1% des ménages. Les patrimoines les plus élevés. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que ça pourrait être un peu moins incitatif, un peu moins, avec une fiscalité effectivement un peu plus contraignante? Et puis surtout, est-ce que vous ne croyez pas qu'on arrive aujourd'hui dans une logique où il n'y a plus de niche fiscale et que quelque part, mais ça a eu beaucoup d'intérêt, nous sommes d'accord, c'est vous qui financez la dette française par exemple, pour une très grande part, que finalement, vous aussi, vous allez devoir avoir une fiscalité plus contraignante sur l'assurance vie en France? Je ne sais pas ce que ça veut dire le terme de niche fiscale. Chacun utilise le mot niche pour désigner quelque chose qu'il n'aime pas. Moi, je constate simplement qu'il y a des dépenses fiscales, qui coûtent plus cher que d'autres et qui ont plus d'intérêt que d'autres. Je répète, l'assurance vie, 1 400 milliards de fixés, coût de la fiscalité, 1 milliard.
pour fixer une épargne qui reste en moyenne 12 à 13 ans dans les portefeuilles. Qu'on me trouve une seule autre investissement public qui ait autant d'intérêt. Parce que, à quoi ils servent ces 1400 milliards? Parce que c'est ça que les gens oublient. Quelquefois, on lit dans les commentaires, on a l'impression qu'il y a comme ça une masse qui est disponible et chacun a des bonnes idées pour l'utiliser. Ces 1400 milliards, ils sont intégralement utilisés. À quoi? Fondamentalement et très majoritairement, ce que beaucoup de gens ignorent, je pense que c'est l'occasion de le rappeler, à 56% pour financer les entreprises. Il y a plus de 1000 milliards. Pour financer les entreprises. Comment? En actions, en obligations, et puis un peu en immobilier d'entreprise. Et le reste, c'est-à-dire un très gros tiers, est essentiellement destiné à financer la dette. Oui, c'est ce que je disais. Oui. Donc, si vous déshabillez Pierre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pouvez mettre de l'argent ailleurs, mais vous allez m'expliquer s'il faut vendre des OAT, c'est-à-dire aggraver le degré de non-domestique, la part non domestique de financement de la dette française, qui est déjà très élevée et qui nous met en danger vis-à-vis des agences de notation. Surtout si les taux remontent. Oui. Est-ce qu'on veut diminuer les engagements en actions, ce qui me semble un peu contraire au but? Est-ce qu'on veut diminuer les engagements en financement d'obligataires corporate? Je rappelle que l'assurance vie est de fait le premier financeur obligataire des entreprises françaises. Est-ce qu'on veut retirer de l'argent à tout ça? Ou est-ce qu'on veut vendre des logements? Alors, ça veut dire que vous avez bon espoir que ce plafonnement à 500 000 € tombera. Bon, on connaît, vous avez une certaine force en lobbying, la profession d'une façon générale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous aurez l'écoute du gouvernement et que ces 500 000 ne seront pas appliqués? Je ne sais pas de qui j'aurai l'écoute. Je dis simplement les choses qui sont simplement... L'idée même du seuil, quel que soit son montant, est une très mauvaise idée. Ça ne marchera pas. Tout ce que ça risque de faire, c'est de tuer l'excellente idée des eurocroissances aux yeux des épargnants. Alors, si on donne de ce produit qu'il est juste là pour être la sanction de ceux qui ont plus d'argent, eh bien, ça ne marchera pas. Alors, le temps file rapidement sur le PEA-PME, dont on parle beaucoup, donc la création d'un produit destiné au financement des PME, cotées ou non, pour du fonds propre des entreprises. Le rapport en parle, mais finalement pas tant que ça. On attendait peut-être un peu plus. Vous pensez que c'est quelque chose qui serait essentiel, basé sur le PEA, avec un plafond relevé de 250 000 €? Ça fait partie des différentes dimensions Mais vous pensez qu'il faudrait insister là-dessus ou pas? Moi, je m'en mêle pas. Je considère que tous les produits qui peuvent drainer de l'épargne à long terme pour financer l'économie sont bons. Voilà. Alors, et la question du livret A, là aussi, vous avez vu que les auteurs sanctuarisent, en quelque sorte, donc j'imagine que vous en êtes fort mari, sanctuarisent en quelque sorte, effectivement, les engagements du candidat Hollande et que c'est toujours aller vers de l'épargne courte malgré tout, et que ça, c'est sanctuarisé. Oui, c'est sanctuarisé. Bon, je pense que c'est dans une annexe qu'il y aura les explications des raisons qui font que ça a un intérêt quelconque. Moi, je les cherche encore, mais enfin bon, dans le reste du monde, on finance, on paye une prime pour transformer du court terme en long terme. En France, on paye 6 fois plus cher pour transformer du long terme en court terme. C'est original. Alors, un mot sur la complémentaire maladie, je le disais tout à l'heure, donc rendue obligatoire pour tous les salariés prévus par l'accord sur l'emploi de janvier dernier. Alors d'abord une petite question, parce que moi j'ai revu les chiffres un petit peu, on estime qu'il y a 7 millions de personnes qui en quelque sorte vont rentrer dans ce système de complémentaire obligatoire via les entreprises. Ça veut dire, est-ce que vous avez fait tourner aussi vos calculettes, ça veut dire du chiffre d'affaires, des opportunités supplémentaires pour la profession ou pas? Indépendamment après je vais vous poser la question de la problématique du libre choix, par entreprise ou par branche. Les deux sont pourtant liés, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de libre choix, le marché, ça devient un peu bizarre comme chose. Non, cette affaire est une affaire qui est arrivée un petit peu par accident de notre point de vue, puisque la logique, la dynamique de l'ANI s'est retrouvée à un moment à chercher des éléments de confort, de contrepartie. Oui, de contrepartie, pour faire passer la pilule. Oui, il ne faut pas dire ça, les choses comme ça, parce que là, mais on va pour simplifier. C'est simplement qu'il y a des accords qui portent sur, je dirais, des éléments d'encadrement et donc dont la concrétisation n'apparaît pas forcément nette tout de suite, et puis d'autres qui sont, disons, plus tangibles immédiatement. Bon, donc c'est ce cas. Vous l'avez dit, il y a plus de 7,5 millions de Français qui sont concernés par des complémentaires individuels qui sont essentiellement, qui sont en quasi-totalité fournis, soit par des assureurs privés, soit par les mutuelles de 45. Bon. Et donc, ça veut dire, quand on parle, il faut appeler un chat, quand on veut dire qu'on va passer au collectif, ça veut dire que tous ces contrats individuels ont vocation à passer dans le collectif.
Donc, est-ce que ça ouvre des opportunités? Il y a deux cas de figure. Si ce marché de la collective est un marché réellement concurrentiel, ouvert à toutes les compétences, c'est difficile pour des assureurs privés qui avaient pris, qui répondent à un marché très particulier avec un modèle économique, des compétences, de la formation. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de modèle économique et s'adapter. C'est difficile, c'est pas impossible. Si les règles du marché et de l'ouverture de la concurrence ne sont pas respectées, c'est plus mission difficile, c'est mission impossible. Donc, et là, on se dirige vers ça, puisque vous avez vu que les députés, en quelque sorte, ont voté le fait que ce soit décidé par branche professionnelle et non pas par entreprise. Non. Lorsque l'ANI s'est défini, le résultat auquel nous sommes arrivés collectivement est très bon. Car oui, c'est vrai, il y a des accords par branche, mais ce que dit l'article 1 de l'ANI, c'est-à-dire celui qui a été signé par tous les partenaires sociaux, disait accord par branche, mais liberté de choix par les entreprises. Oui, c'est ce que je vous disais. Et aujourd'hui, les députés ça n'est pas contradictoire avec le fait qu'il y ait des négociations par branche. Oui, liberté de choix par les entreprises, clause dite de recommandation et règles de concurrence très strictes. Ensuite, le président de la République a dit on sanctuarise l'accord, tout l'accord, rien que l'accord. Et effectivement, les professionnels qui ont été confrontés à ce qu'un parlementaire socialiste a qualifié de tsunami, parce que c'est vraiment un changement de modèle total, découvrent en même temps que les deux règles essentielles, c'est-à-dire liberté de choix, clause de recommandation, ont disparu lorsqu'a été faite la transposition, et qu'à la place, il n'y a plus de liberté de choix, et qu'on ne parle plus de clause de recommandation, mais de clause de désignation. Donc évidemment, les partenaires sociaux ont le sentiment qu'on n'avait pas respecté la je ne sais pas si vous avez vu, mais Claude Le Pen, l'économiste de la santé, un prof à Dauphine bien connu du métier, dans votre métier, évoque carrément une sécu bis, en quelque sorte, dans le prolongement de 45, auquel on n'avait pas pensé, évidemment, à l'origine. Alors, on va changer de sujet malheureusement parce que je le disais. Je dis quand même juste un mot sur les clauses de désignation. L'autorité de la concurrence s'est prononcée. A donné un avis favorable à vos thèses. C'est pas qu'un avis favorable, non, mais c'est pas simplement quelqu'un qui exprime une opinion. Ils ont dit très clairement que ces clauses ne pourraient être licites que si elles respectent un certain nombre de conditions. Donc, si ces conditions ne sont pas respectées, ça veut dire très clairement que l'autorité de la concurrence sévira contre tout accord qu'il ne respecterait pas. Donc je pense qu'il faut que ce message soit entendu par les politiques donc, à l'Assemblée nationale. Alors, un petit mot sur l'état de l'industrie. Je le disais, une année 2012 pas facile, entre crise de la dette souveraine, la décollecte, on en a parlé. En 2012, c'est vrai qu'on a été pour la première fois sur une décollecte nette, mais là les chiffres sont bien meilleurs sur le début de l'année. Et puis des taux toujours très bas. Alors on peut s'attendre à quoi pour 2013, pour l'industrie ? Écoutez, en tout cas, en dépit des difficultés que vous rappeliez, le message qui est quand même passé, c'est que l'industrie a été extraordinairement solide et résiliente. Les résultats n'ont été pas mauvais, des grands Les résultats ont été pas mauvais, et en dépit, et dans cet environnement, assurer de 9% en moyenne de rendement pour les fonds en euros, et je disais 12,5% pour les UC, c'est quand même une très bonne performance. Et puis par ailleurs, l'assurance, c'est pas seulement l'assurance vie, c'est tous les métiers de l'assurance, c'est-à-dire qui permettent dans la vie quotidienne à chacun de faire face à ses responsabilités. Et ça, la réponse a été extrêmement bonne, avec un maintien quand même des prix à un niveau faible. Alors on connaît votre implication sur, comment dirais-je, dans une dimension intellectuelle des grandes problématiques économico-politiques. Alors Claude Bébéar, inutile de vous le présenter bien évidemment dans votre profession, le président aujourd'hui de l'Institut Montaigne, est favorable à ce que la France émette une dette perpétuelle. Vous avez vu, donc placée entre les mains des Français, négociable sur les marchés, mais surtout dont le capital ne serait jamais remboursé, et ça permettrait en revanche de renationaliser la dette. On parlait des non-résidents qui avaient une grosse part de la dette française. Effectivement, ça permettrait que tous les Français y aillent, et donc de renationaliser une partie de la dette. Favorable, pas favorable? Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour les zinzins que vous êtes, les institutionnels? C'est une problématique qu'il faut un peu plus de temps pour traiter. Oui, non, mais juste là, sur l'idée qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, je dirais que je pense qu'il faut bien travailler, bien peser, que ça ne va pas de soi. Et que ça ne va pas forcément de soi. Allez, on va conclure, puis là aussi, bien sûr. Alors, j'aimerais bien avoir votre petit sentiment non pas sur l'affaire Cahuzac, non pas sur la transparence des patrimoines des élus, etc. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et j'aimerais bien avoir votre sentiment. Ils ont des patrimoines qui apparaissent très pauvres, ils sont tous en train de les... Alors, on fait de la politique en France, pas pour faire fortune, nous sommes d'accord. Et puis surtout, et Moscovici a dit que lui-même gérait assez mal son patrimoine, vous avez vu. Et surtout, ils n'ont quasiment pas d'actions, et ils n'ont quasiment pas d'assurance vie.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est toujours cette méfiance du politique vers les produits d'épargne français, c'est une méconnaissance, on a un double discours et puis en fait on est surtout dans l'immobilier alors qu'on dit qu'il faut aller vers l'épargne longue. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi ça m'a frappé, je me suis dit tiens je vais vous poser la question. Bon d'abord, enfin pas généraliser à travers les quelques cas, etc. Oui. Je pense que d'un point de vue économique, vous avez raison, les hommes politiques reflètent sans doute les Français moyens. Oui mais les Français moyens ils aiment l'assurance vie. Oui mais ils commencent par avoir un patrimoine immobilier. Et donc c'est vrai qu'on ne fait pas de la politique pour s'enrichir, donc déjà quand on a un patrimoine immobilier, il faut s'endetter pour le rembourser. On n'a pas forcément des patrimoines. Je pense que certains nombres ont des assurances vie, mais je dirais au-delà de ça, si vous voulez, moi je n'aime pas trop ce débat. Je considère que la France est un pays dans lequel il faut développer l'envie de réussite et on a ce vieux réflexe d'État catholique face à l'argent. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très comment dire, qu'on place mal les frontières de ce débat. Aujourd'hui, on le place de façon très accusatrice. Je crois que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est effectivement, vous dites, pas d'action. C'est très difficile pour un élu, néanmoins, d'avoir un patrimoine actif parce qu'il est dans l'incapacité de le faire. Il ne peut pas le gérer, car s'il le gère, quand il a responsabilité, il est menacé de conflit d'intérêts. Donc, si vous voulez, c'est voilà, vous avez un échantillon d'individus qui est un peu particulier, qui a des contraintes, et on voit bien sur le plan public qu'il a des contraintes. Il ne peut pas acheter des actions étrangères, il va acheter des actions françaises, pourquoi celle-là plutôt que d'autres? C'est très compliqué. Il ne faut pas en tirer des généralisations, mais par ailleurs, il ne faut pas non plus faire un procès aux gens parce qu'ils ont tel ou tel patrimoine. L'important, ce n'est pas d'avoir tel ou tel patrimoine, c'est les conditions dans lesquelles ils ont été acquis. S'il a été de façon honnête et en payant ses impôts, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, après, chacun peut être libre de jugement sur la façon dont on utilise son patrimoine. Eh bien, peut-être Bernard Spitz qui prendront de l'eurocroissance. En quelque sorte, nos politiques pour donc financer à long terme les besoins des entreprises. Merci d'avoir été notre invité sur Xerfi Canal. Bernard Spitz, président de la FFSA. Merci.